Il y a 5 ans, j'ai fait le choix de venir m'installer dans une petite ville russe de la région de Moscou. Par amour pour ce pays, pour sa langue et sa culture, par amour pour un homme aussi, j'ai décidé d'affronter les nombreuses difficultés qu'un tel choix impliquait. Et Dieu sait si les obstacles ont été nombreux sur mon chemin, de la bureaucratie aux rigueurs de l'hiver russe, sans compter les sanctions occidentales et répressions qui ont suivi le lancement de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Mais si j'ai résisté et suis restée envers et contre tout, c'est que j'ai trouvé ici mon équilibre, au cœur de l'adversité, mon harmonie intérieure, envers et contre tout. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant que j'allais m'installer en Russie. C'est l'aboutissement de tout un cheminement qui a commencé dans l'enfance. Je suis passionnée depuis toujours par la Russie. À l'université, j'ai fait des études de russe, puis je suis devenue historienne de la Russie. Contrairement à ce que vous pouvez penser, je n'ai pas de racines russes. Daria Ustinova est un pseudonyme, en réalité je suis française de souche. Mais par mon travail, j'ai été amenée à séjourner pendant de longs mois en Russie. Et plus j'y passais de temps, plus je commençais à me sentir chez moi, au point d'avoir à chaque fois plus de mal à en repartir. Mais je n'avais pas prévu de m'y installer, ça ne me venait même pas à l'esprit. D'autant plus que j'étais mariée et vivais en Suisse. Et puis, depuis 2020, j'ai débarqué pour un nouveau séjour de recherche de 3 mois, et c'est là que tout a basculé. Dans cette vidéo, je vous livre mes impressions sur ce pays, au-delà des clichés véhiculés par les médias, tout ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Alors, prêt pour le voyage? C'est parti! C'est ainsi que, par mon parcours professionnel, je me suis retrouvée à passer de longs mois en Russie. Petit à petit, j'ai fini par apprivoiser ce pays qui me semblait d'abord étrange. Et au fur et à mesure que j'y passais du temps, ça devenait de plus en plus difficile d'en repartir, comme si une partie de mon âme était restée en Russie. Malgré tout, l'idée de m'y installer ne m'effleurait pas. Il faut dire que j'étais mariée, j'habitais en Suisse, le destin s'en est mêlé, et un jour, début 2020, je suis partie en Russie pour un nouveau voyage de recherche qui s'est avéré être le dernier, le voyage décisif, puisque c'est là que j'ai rencontré mon futur mari. Et c'est ainsi que j'ai pris la décision de rester. Jusque-là, c'est peut-être une histoire assez classique. Il y en a beaucoup des histoires d'amour entre des Français et des Russes, plus souvent des hommes français avec des femmes russes, parfois l'inverse. Mais généralement, la décision qu'ils prennent, c'est de s'installer en Europe. Nous n'avons pas fait comme tout le monde, pour diverses raisons. La première raison, c'est que, avant même de rencontrer mon mari, j'ai réalisé que c'était en Russie que je voulais vivre. Il y avait différentes raisons à cela. Je vous ai déjà parlé de mon attirance pour cette langue, ce pays, sa culture. On peut dire aussi que les questions spirituelles ont joué un rôle, parce que pour moi, la Russie, c'est un pays avec lequel j'entretiens une connexion spirituelle très profonde. Je suis très attirée depuis toujours par l'orthodoxie, la beauté des églises, des chants orthodoxes. Tout ça a fait que ça m'a facilité la décision. D'autant plus que mon mari habitait dans une ville, Sergueïev Posad, qui est le centre névralgique de l'église orthodoxe russe. Je vais en parler un peu plus dans un instant. C'est aussi un pays dans lequel j'ai toujours été accueillie avec beaucoup de chaleur et de générosité. J'y avais beaucoup d'amis déjà, et il faut dire que les amitiés avec des Russes sont des amitiés très profondes. Lorsque vous avez des amis russes, vous savez que c'est des personnes sur lesquelles vous pouvez réellement compter, qui seront prêts à tout sacrifier pour vous. Et bien entendu, ces liens humains très forts m'ont facilité l'installation en Russie parce qu'il y a une grande solidarité entre les gens. Les gens s'entraident, se donnent des conseils, beaucoup plus qu'en Europe. Donc c'était un facteur important qui a facilité mon installation. Et puis il faut dire qu'au fil du temps, à force de fréquenter des Russes et de passer du temps en Russie, j'étais presque devenue russe moi-même. Et il y a beaucoup de choses dans la culture française avec lesquelles je n'étais plus alignée.
Par exemple, le fait que la culture française est traditionnellement laïque, comme on sait tous. Moi, je perçois ça plutôt comme une position athée, dans le sens où la position religieuse est en minorité, tandis qu'en Russie, croire en Dieu n'a rien de chose d'exceptionnel, au contraire. La plupart des gens ici sont croyants et donc je me sentais plus alignée avec la culture de ce pays, notamment pour cette raison-là. Le choix s'est fait très facilement parce que mon mari habitait à Sergueïev Posad, qui est donc, comme je l'ai dit, une ville très importante pour l'orthodoxie russe. C'est là que se trouve la laure de la Trinité Saint-Serge, le plus grand monastère russe. C'est un grand lieu de pèlerinage, c'est aussi un lieu qui est très important pour le tourisme, puisque c'est le parcours de l'Anneau d'Or qui est un classique touristique. C'est une ville ancienne qui a 700 ans, donc on a déjà un lieu qui a une aura particulière, qui attire non seulement des orthodoxes, mais aussi des personnes en quête de spiritualité de différentes orientations. Je pense qu'il y a une résonance énergétique aussi qui est très forte, que l'on ressent ici. Et puis bon, l'avantage c'est que cette ville se trouve à 70 km de Moscou, donc c'est assez pratique si on a besoin de se rendre dans la capitale. En même temps, c'est une ville avec une bonne taille, elle fait à peu près 100 000 habitants, donc on a à peu près tous les services dont on a besoin à proximité. C'est une ville à taille humaine, où on peut facilement aller à pied. Moi, j'ai choisi de ne pas avoir de voiture, donc pour moi, c'est très important de pouvoir aller à pied au magasin. En 15 minutes depuis chez moi, je suis à la gare à pied. En 10-15 minutes, j'ai des magasins à proximité. Et pour les trajets un peu plus longs, on peut facilement prendre le taxi parce que c'est pas cher ici. Donc pour moi c'était important. Je suis aussi à proximité de la nature, j'ai deux très beaux étangs qui sont tout près de chez moi que vous voyez dans les vidéos. Donc c'est un cadre de vie qui est assez exceptionnel, je trouve, très agréable. En même temps, Moscou est une ville que j'apprécie, beaucoup plus que Paris par exemple. C'est une grande capitale, une très grande ville, mais elle a un métro par exemple qui est très facile d'accès, très agréable, beaucoup plus que le métro parisien. C'est une ville avec un centre-ville historique et bien sûr avec tous les musées, les expositions, les magasins dont on peut avoir besoin. Donc en cas de besoin, je suis quand même suffisamment près de Moscou pour y aller en 1 heure, 1 heure et demie en train. Donc c'est une localisation que je trouve assez idéale. On ne résume pas un pays en quelques phrases. Ce qui fait qu'on s'adapte à un pays, qu'on l'adopte et qu'il nous adopte, c'est un alignement intérieur entre notre âme et la culture et l'identité de ce pays. Et lorsque ce pays est en souffrance, comme la Russie l'est aujourd'hui, ce que l'on ressent n'est pas un rejet, mais au contraire de la compassion et de la douleur. Si j'ai choisi la Russie, ce n'est pas pour la commodité de la vie, ce n'est pas pour ces détails du quotidien dont je vous parlerai aussi, mais c'est parce qu'ici je me sens vraiment moi-même, et cela, il n'y a pas de mots pour le décrire. Pour moi, la dimension spirituelle prend le dessus sur la dimension matérielle. C'est parce que j'ai noué des liens humains d'une grande force que je me sens chez moi ici. Les Russes sont généralement très généreux et entiers dans leurs amitiés, et si vous avez des amis russes, vous savez que vous pourrez toujours compter sur eux. Ce sont des liens précieux. C'est aussi avec eux que j'ai pu trouver des personnes avec qui échanger sur des questions spirituelles, ce qui me manquait en France.
Et puis j'ai pu aussi m'épanouir en tant que mère, et je pense que mon expérience de mère aurait été très différente si j'avais vécu en France, parce qu'ici la maternité est quelque chose qui est très valorisé. Autour de moi il y a beaucoup de mères de familles nombreuses qui ont une approche à la maternité très naturelle, par exemple avec des accouchements à la maison. En Russie en général, les femmes ont droit à un congé maternité qui peut durer jusqu'à 3 ans. Bien sûr, ça n'empêche pas celles qui le désirent de reprendre le travail plus tôt, mais ça permet aussi de prendre le temps vraiment d'être avec son enfant. Peut-être les femmes ont moins d'enfants qu'en France, c'est vrai, mais elles prennent plus le temps de les éduquer. Ici, ça se fait pas vraiment de laisser les enfants à la crèche à quelques mois. D'ailleurs, si vous désirez le faire, c'est assez compliqué, je dirais. Parce que généralement, les crèches prennent les enfants puis à partir de 1 an et demi. Donc voilà, la première année au minimum, on s'attend à ce que l'enfant reste avec sa mère ou éventuellement avec une nounou. Donc c'est une expérience assez différente que j'ai pu faire et qui m'a permis de vraiment prendre le temps d'élever ma fille. Bon, moi en ce qui me concerne, j'ai pas eu droit à un congé maternité parce que je travaillais pas en Russie, donc j'ai choisi d'utiliser mes économies pour le faire. Ce qui m'a facilité les choses, c'est qu'il y a une différence de niveau de vie forcément entre la Russie et la France. Donc comme les choses coûtent moins cher ici, j'ai un budget qui est plus faible que si je vivais en France. En France, j'aurais pas eu les moyens de faire ce genre de choix, je pense. Ici, ça devient possible, donc c'était aussi quelque chose d'important. Parmi les choses qui sont moins chères, puisqu'on parle de ça, je dirais que par exemple, bon, l'énergie coûte beaucoup moins cher, tout ce qui est électricité, gaz. Les impôts sont aussi moins chers, 13%. Par exemple, l'impôt sur la propriété, j'ai acheté ma maison, je paye chaque année à peu près 70 € de taxes foncières, taxes d'habitation, donc c'est 10 fois moins cher que ce que je payais en taxes foncières pour un appartement que j'ai en France, donc c'est assez flagrant la différence. Bien entendu, les salaires sont aussi plus faibles, donc le niveau de vie général est corrélé avec le niveau des salaires, même si à Moscou ils sont plus élevés. Et il n'y a pas non plus de système d'allocation familiale ou d'allocation chômage comme en France. Donc le système est fait pour que les gens travaillent, y compris une bonne partie des retraités qui sont encore en âge de travailler, travaillent. Donc de ce point de vue-là, c'est pas un système très social, bien entendu. Pour ce qui est des allocations familiales, bon, il y a une allocation fixe qui est donnée à la naissance d'un enfant qu'on peut utiliser par exemple pour contribuer à acheter un appartement ou payer des frais de jardin d'enfants. Mais les allocations mensuelles, comme ça existe en France, sont réservées à des familles qui sont dans le besoin. Alors si on parle des aspects plus matériels de la vie, il y a beaucoup de choses que je trouve assez pratiques, que ce soit par exemple le système administratif. Il y a un site qui s'appelle Gosuslughi, les services d'État, qui a aussi une application liée, sur lequel on peut faire à peu près toutes les procédures administratives dont on a besoin, que ce soit par exemple pour s'inscrire pour se marier, payer des amendes, que ce soit maintenant en ce qui me concerne la demande du permis de séjour. Donc c'est très pratique, c'est ouvert aussi aux étrangers. Et pour les autres procédures, ou pour ceux qui n'ont pas envie de faire des procédures en ligne, il y a des centres administratifs, il y en a plusieurs à travers la ville. Ce que je trouve vraiment super dans la vie courante, c'est aussi le système de santé. Parce que bien sûr en France, on a beaucoup de délais d'attente pour aller chez un médecin, que ce soit un spécialiste ou un généraliste. Ici, il y a un système Ici, le système est bien sûr pas idéal, il est à 2 vitesses, on va dire, donc il y a un système de soins gratuits
auquel j'ai droit par exemple avec mon permis de séjour, qui est pas fantastique, mais voilà, il est gratuit. C'est aussi assez simple de s'inscrire en ligne, de s'inscrire chez le médecin. Et puis il y a un système de clinique privée qui est vraiment très performant. Il y en a beaucoup et là on a vraiment le choix. C'est des médecins qui prennent vraiment le temps de rencontrer leurs clients. Ils ont par exemple 20 minutes devant eux. Il n'y a pas de temps d'attente quasiment. C'est très rare que je fasse la queue quand j'ai un rendez-vous médical. Et pour avoir un rendez-vous, bon, ça dépend bien sûr du spécialiste, mais c'est généralement une semaine. Et puis même si on est prêt à aller voir n'importe quel médecin, on peut avoir un rendez-vous quasiment dans la journée ou pour le lendemain. Par exemple, quand j'étais en train de déménager de France en Russie, j'ai eu des problèmes de thyroïde. J'ai été voir en France mon médecin généraliste. Il voulait pas m'orienter vers un endocrinologue. Il m'a dit qu'avec les résultats d'analyse que j'avais, il voulait pas me prescrire d'hormones. Et malgré que j'ai un niveau de fatigue énorme, j'arrivais pas à fonctionner normalement. Et c'est d'autant plus une faute que à l'époque je lui avais dit que je voulais concevoir un enfant et pour ça on est obligé d'avoir des niveaux d'hormones qui soient corrects, sinon ça ne fonctionne pas. Et en Russie, j'ai pu aller très rapidement chez une endocrinologue très bien qui m'a expliqué que oui, en Europe, on ne prescrit pas systématiquement des hormones avec ce niveau d'analyse, mais en Russie, on le fait. Et ça m'a vraiment changé la vie parce que ça m'a permis de fonctionner et puis plus tard de concevoir un enfant. Donc c'était très bien. Et depuis, j'ai vraiment pas eu à me plaindre du système de santé, je dois dire. Pour ce qui est des soins qui me concernent, je vais plutôt dans le privé, mais pour ma fille, je vais dans le public généralement. Et c'est satisfaisant. J'ai presque pas eu à débourser d'argent pour ma fille depuis sa naissance. Elle a 1 an et demi pour ses frais de santé, donc c'est quand même assez génial. Un autre aspect positif, je dirais, c'est le sentiment de sécurité en Russie. Pour ce qui est des vols, par exemple, j'ai eu beaucoup plus de problèmes à Paris ou à Genève, où il y a beaucoup de vols de pickpockets. À Moscou, c'est beaucoup moins le cas, je dirais. En tout cas, c'est mon impression, mon expérience. C'est pas forcément le cas partout. Bien sûr, ça va aussi avec un système qui est plus contrôlant, on va dire. Par exemple, quand on prend le train, il faut toujours montrer son passeport. La police est très présente, bien entendu. En parlant des trains, c'est un système aussi qui fonctionne très bien, avec des trains qui sont très, très ponctuels. C'est très rare qu'il y ait un retard qui soit de plus que 5-10 minutes, on va dire. En tout cas, dans mon expérience, en France ou même en Allemagne, je trouve que le système est beaucoup plus problématique de ce point de vue-là. En ce qui concerne l'hiver, bon, moi je suis fan de la neige, donc c'est pas quelque chose qui me pose problème. J'ai grandi à la montagne, donc pour moi c'est tout à fait normal. Et je suis assez satisfaite du déneigement ici. Étant donné les quantités de neige qu'on a, le temps qui change sans arrêt, tantôt verglas, tantôt pluie, tantôt neige, ils sont assez réactifs. Alors bien sûr, on n'est pas sans verglas et toutes sortes de difficultés dont je parlerai aussi, mais dans l'ensemble, ils sont très, très efficaces. Un autre aspect qui est sympa, je dirais, c'est le système de livraison. Alors bon, en France, on a Amazon, on connaît bien, c'est très pratique. En Russie, il y a un site équivalent qui s'appelle Ozone, il y en a un autre qui s'appelle Wildberries. Ils fonctionnent tous les deux selon le même principe. C'est-à-dire qu'on a une application, on a un site et on a la livraison qui est gratuite, alors pas à domicile, mais dans un centre, on va dire un relais, il y en a à travers toute la ville, il y en a énormément.
Donc on peut choisir celui qui est le plus près de chez soi. On a par exemple dans le relais qui est le plus proche, chez moi c'est à 5 minutes à pied, on a des cabines d'essayage qui permettent d'essayer si on a commandé des vêtements. Si ça ne nous convient pas, on les renvoie immédiatement sans payer aucun frais. On a aussi la livraison qui est souvent gratuite pour la nourriture à domicile cette fois. Avec des livraisons par exemple en 1 heure. Donc ça c'est aussi très appréciable. Surtout si comme moi vous n'avez pas de voiture. Encore quelque chose de très pratique, et je me demande pourquoi ça n'existe pas chez nous, c'est les virements bancaires qui sont très simples. On peut faire un virement avec le simple numéro de téléphone de la personne. Donc ça permet par exemple, c'est des virements instantanés en plus, donc ça permet si c'est un lieu où ils ne prennent pas la carte bancaire, de ne pas avoir toujours de l'argent liquide avec soi. Il suffit de faire un virement, la personne met son numéro de téléphone et ça y est, on envoie l'argent et elle reçoit immédiatement une notification sur son téléphone et c'est bon. Les taxis aussi sont très pratiques à utiliser, il y a une application aussi de type Uber, ils sont beaucoup plus abordables que chez nous, en tout cas en Suisse. Donc par exemple, je peux les utiliser que ce soit à l'intérieur de la ville, avec des trajets qui coûtent 1-2 euros, ou alors même des trajets plus loin que j'aurais jamais fait avec un taxi en France ou en Suisse, enfin, ça serait de la folie. Ce que j'aime aussi ici, c'est la nature, l'appel de l'Est, de la Sibérie, ces grands espaces qui sont vraiment incomparables. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais encore explorer à l'avenir si j'en ai la possibilité. Alors ici, je vais être honnête avec vous. Je suis pas comme ces blogueurs qui vont vous faire croire qu'il y a plus de liberté en Russie qu'en France. Il y a certaines limites assez claires à la liberté en Russie. Et ça veut dire que, par exemple, dans cette vidéo, je suis obligée de m'auto-censurer. Je peux pas dire exactement tout ce que je pense parce que il y a des limites législatives assez claires. La situation de ce point de vue-là est parfois assez difficile, même si moi j'ai pas eu à faire face à des difficultés particulières, je dirais. Mais j'ai beaucoup d'amis qui ont émigré depuis 2022 en Europe. C'est assez triste de voir tous ces gens que j'aimais partir. Ça veut dire aussi que ça limite un peu la communication que j'ai avec les Russes, même si je dois dire que cette situation tendue m'a aussi appris à parler avec les gens, quelle que soit leur opinion politique. C'est-à-dire que si on cherche à ne parler qu'avec des gens qui vous ressemblent, qui ont exactement les mêmes opinions politiques que vous, on peut très vite s'isoler. Il faut dire qu'un des effets de la guerre, en réalité, c'est que les gens se sont mis à parler beaucoup moins de politique qu'avant. Je pense que la Russie était déjà un pays assez dépolitisé à la base. Vu la longue histoire de la Russie, c'est vraiment étonnant. La politique divise, surtout au sein d'une famille, par exemple. Mais même voilà, entre amis, on peut faire connaissance avec des gens absolument charmants et puis en discutant avec eux se rendre compte qu'on n'est pas du tout aligné sur le plan des opinions politiques. Donc pour moi, voilà, ça a été un apprentissage de parler avec des gens qui ne me ressemblent pas forcément de ce point de vue-là. Mais c'est aussi enrichissant, je trouve. Donc voilà, toutes ces épreuves qui viennent ont aussi leur lot de leçons. Spirituelle, humaine, donc je trouve que ça vaut la peine de s'ouvrir et de ne pas se braquer simplement sur le négatif, on va dire. Bien sûr, on vit de manière en sécurité, on va dire ici, on n'est pas sur une ligne de front, donc j'ai pas à me plaindre de ce point de vue-là. On vit sous sanctions européennes occidentales, ça crée des limitations, principalement pour ce qui est des voyages.
c'est devenu très compliqué de voyager vers la France. Donc, par exemple, on est obligé de passer par la Turquie, l'Arménie, les pays baltes, différents pays intermédiaires. Il n'y a plus de vols directs, les vols sont aussi devenus très chers, ils sont très longs. Donc, par exemple, quand ma fille est née, ma famille n'a pas pu me rendre visite et on a dû attendre les 8 mois de ma fille pour pouvoir prendre l'avion et ma famille a fait connaissance avec elle seulement à cette occasion-là. Donc voilà, ça fait partie des difficultés. Il y a aussi des difficultés bancaires pour faire des virements de Russie, oui, que ce soit de Russie en France ou de France en Russie. Les banques européennes sont de plus en plus suspicieuses des personnes qui sont russes ou qui vivent en Russie. Donc j'ai eu à faire face à différentes difficultés à cet égard. Même si heureusement il y a aussi des banquiers qui sont très loyaux et qui nous font confiance et ça c'est chouette aussi. Bon, pour ce qui est des marchandises, on peut se procurer à peu près tout ce qu'on veut en Russie. Par contre pour les services, par exemple les logiciels sur internet, c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de logiciels qui bloquent l'accès aux Russes. Alors il y a toutes sortes de blocages, c'est difficile ici de vivre sans VPN parce qu'il y a à la fois les sites occidentaux qui bloquent les utilisateurs russes, il y a les sites dont l'utilisation est bloquée en Russie pour des raisons de législation, et il y a, enfin voilà, il y a énormément comme ça de restrictions sur l'utilisation de différents sites qui compliquent la vie. Alors bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais bien sûr j'ai aussi fait face à des difficultés bureaucratiques pour l'obtention de mon permis de séjour. Ça c'est assez naturel, je pense dans tous les pays c'est un peu le cas, donc c'est pas forcément une spécificité russe. Il faut dire que avant d'être mariée, j'avais toujours un visa de recherche qui me permettait d'être en Russie que 6 mois par an. Donc 5 ans en Russie, mais les 2 premières années, je vivais en alternance en France et en Russie. Et ensuite, une fois mariée, j'ai pu avoir un visa d'épouse qui m'a permis de rester sans interruption. Et ensuite, j'ai pu demander ce qu'on appelle le permis temporaire de séjour, qui dure 3 ans, enfin qui est valable 3 ans. Et après ça, on peut demander le permis de séjour qui est valable 5 ans. Donc pour l'instant, je suis en train de demander ce deuxième permis. Mais déjà avec le permis temporaire, on peut travailler dans la région où on habite et on peut avoir accès aux soins médicaux gratuits. Donc c'est appréciable. Il faut savoir que j'ai mis 10 mois à l'obtenir. 6 mois pour rassembler tous les documents et ensuite 4 mois pour le traitement de la demande. Bon, 4 mois de traitement c'est assez court on va dire si on compare à la France, mais c'est vrai que ça a été assez épuisant. En plus le centre où je fais ma demande se trouve à l'autre bout de la région de Moscou, donc à chaque fois c'était des trajets, 3 heures dans un sens, 3 heures dans l'autre. Comme j'ai pas de voiture, c'était assez épique parce qu'il a fallu que j'y aille un nombre incalculable de fois. Et maintenant, les choses se sont un tout petit peu améliorées. Là, récemment, ils ont mis en ligne la demande du permis, donc ça facilite les choses. Mais comme j'avais déjà tout rassemblé avant qu'il y ait le changement, j'ai eu le temps d'aller de très nombreuses fois dans ce centre des migrants. Après, bon, il y a des choses que j'apprécie moins dans la culture russe, c'est par exemple la froideur des gens dans les rapports avec les personnes qui connaissent pas. Ils vont pas avoir tendance à se sourire, ils vont pas se dire bonjour. Donc ça, c'est quelque chose qui, quand on connaît voilà, l'aspect plus chaleureux, la politesse française, ça peut un peu choquer. Je trouve que c'est dommage, mais bon, c'est en tout cas le cas dans notre région. Je pense que c'est différent dans d'autres régions, par exemple au sud, en Sibérie, il me semble aussi que les gens sont plus sympathiques, mais après ça c'est des impressions de voyage, je sais pas si c'est vraiment le cas. Ce qui me gêne un peu, c'est l'absence d'accès à des fruits et des légumes qui soient bons. Souvent ils n'ont pas beaucoup de goût, enfin généralement le choix est plus limité, ça c'est dû au climat.
Mais même par exemple les fruits d'importation, par exemple les clémentines, elles sont moins bonnes que celles qu'on mange en France. Je sais pas à quoi c'est dû. Bon, de fait, voilà, la qualité des aliments est plus faible que chez nous. Et bien sûr, il n'y a pas de fromage français, donc ça c'est une grande chose qui me manque. Et puis bien sûr, sur le plan écologique, il faut bien dire qu'il y a des grosses faiblesses. C'est pas du tout une question à laquelle les Russes sont sensibilisés. Donc par exemple, il y a des bacs de recyclage là où j'habite, mais vu ce que les gens jettent dedans, j'ai de gros doutes sur le fait que ce soit réellement recyclé. Donc moi je recycle, mais sans doute pour rien. Soyons honnêtes, ce n'est pas le seul problème lié aux ordures en Russie. Et si les habitants des villes bénéficient généralement de bennes à ordures à proximité des immeubles, les conditions sont différentes dans les quartiers de maisons individuelles ou à la campagne. Notre maison est par exemple située à 800 mètres des containers à ordures les plus proches. Et puis si on parle de manière générale du rapport entre citoyens et système politique, il y a un peu un problème de communication, on va dire, parce que les citoyens ne sont pas forcément entendus. Et quand les dirigeants font quelque chose, que ce soit au niveau national ou au niveau local, c'est pas toujours vraiment bien coordonné avec la population. C'est pour utiliser un peu un euphémisme. Donc les besoins sont pas toujours entendus. Ça s'exprime dans beaucoup de choses, mais par exemple c'est des détails, mais ça change la vie. Dans notre ville par exemple, il y a une grande artère, une avenue qui traverse toute la ville et où il y a beaucoup de voitures. Les gens se déplacent pas en vélo bien entendu, donc surtout l'hiver. Donc pour les piétons, les passages pour piétons sont bien sûr essentiels et il en manque vraiment à des endroits cruciaux, donc ça montre que voilà, les besoins sont pas toujours vraiment écoutés. Et puis bien sûr, je vais encore redire un mot sur le climat, même si j'adore l'hiver russe, et ça me va très bien d'avoir un hiver qui dure 6 mois par an. C'est clair que c'est pas idéal pour tout le monde. Il faut s'habituer, s'habiller bien sûr en conséquence. Et puis il y a des inconvénients, par exemple, en ce moment on a des gros épisodes d'alternance entre pluie et gel, donc ça nous fait beaucoup de verglas. J'ai la chance d'avoir une amie française qui m'a offert des super crampons qui s'attachent sur des chaussures de ville, donc ça c'est idéal parce que sinon c'est vraiment casse-gueule. Mais en fait, paradoxalement, la période qui est la plus pénible, je dirais, c'est au printemps quand il y a le dégel, quand t'as tout d'un coup toute la neige qui fond d'un coup, et ça fait des immenses flaques qui peuvent être très pénibles, recouvrir des rues entières. Tu dois traverser la route et tu marches là-dedans, enfin c'est assez infernal, donc non, c'est vraiment pas la meilleure saison. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a aussi des progrès à faire. Enfin, si je peux, oui. Si on me donne le permis de séjour pour 5 ans, volontiers. J'ai aucune envie de déménager. Depuis le début de la guerre, je compte pas le nombre de fois où on m'a demandé quand est-ce que moi et ma famille on comptait se relocaliser en Europe. Non, c'est pas à l'ordre du jour. Ni moi ni mon mari n'avons vraiment envie de ça. Si on nous laisse rester en Russie, on y restera. Bien sûr, j'exclus pas que pour des raisons professionnelles, on soit amené à revenir en Europe. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, moi j'ai acheté une maison ici, c'est là que je me sens bien. Et voilà, je me sens de continuer cette aventure qui est assez fascinante pour moi. Et voilà, j'espère que je vous ai intéressé en vous partageant ces impressions de ma vie russe. C'est que ma propre perspective sur ce pays, sur ma propre expérience. Je sais que chaque personne a une expérience différente. En tout cas, ce que je voulais, c'était vous montrer la Russie au-delà des clichés, telle que je la vis au quotidien.
Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques, mettez un pouce en l'air si ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.